Il y a des moments dans la vie où nous comprenons que nos familles nous ont caché des choses importantes. Sarah McKenna venait de vivre l'un de ces moments quand elle a hérité du ranch abandonné de sa grand-tante Helena. Elle pensait simplement nettoyer une vieille propriété dans les montagnes du Colorado. Les bâtiments étaient en ruine, les terres envahies par les mauvaises herbes. Mais au centre du terrain, il y avait ce vieux puits fermé par une plaque de métal rouillée. Sarah a décidé de l'ouvrir pour voir s'il y avait encore de l'eau. Ce qu'elle a trouvé au fond de ce puits a changé sa vie pour toujours. Un secret de famille qui avait été enterré pendant 40 ans. Un secret que sa grand-tante avait emporté dans sa tombe. Avant de revenir au cœur de l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez. Et, si ce récit vous a touché, abonnez-vous, car demain je vous ai préparé quelque chose d'extraordinairement spécial. Sarah McKenna regardait par la fenêtre de sa petite maison de Cedar Falls, observant les premiers flocons de neige de novembre danser dans l'air froid du Colorado. À 42 ans, elle avait l'impression que sa vie venait de prendre un tournant qu'elle n'avait pas vu venir. Institutrice depuis 20 ans dans cette petite ville nichée au pied des montagnes rocheuses, elle avait toujours trouvé du réconfort dans la routine de ses journées. Les enfants qui arrivaient le matin avec leur cartable trop lourd, les leçons de mathématiques et de français, les parents inquiets lors des réunions du soir. Mais depuis son divorce avec Michael 6 mois plus tôt, tout semblait différent. Les silences dans sa maison lui pesaient davantage. Les week-ends s'étiraient interminablement. Elle qui avait toujours rêvé d'avoir des enfants se retrouvait seule à l'approche de ses 43 ans, avec pour seule compagnie ses livres et ses corrections d'évaluation. L'appel du notaire était arrivé un mardi matin, pluvieux, pendant qu'elle préparait ses cours sur la guerre de sécession. Maître Thompson avait parlé d'un héritage inattendu, d'une tante éloignée qu'elle avait à peine connue. Helena McKenna. Sarah se souvenait vaguement de cette femme mystérieuse qui apparaissait parfois aux réunions de famille quand elle était enfant, toujours vêtue de noir, parlant peu, repartant avant la fin des repas. Helena vivait seule dans un ranch isolé, quelque part dans les montagnes au nord de la vallée. Sarah ne l'avait pas revue depuis l'enterrement de sa mère, 15 ans plus tôt. Elle se rappelait une femme sévère, aux cheveux gris tirés en chignon strict, qu'il avait regardée avec une intensité troublante avant de disparaître sans un mot. Le notaire lui avait remis un trousseau de clés rouillées et une enveloppe jaunie contenant l'acte de propriété. 320 hectares de terre dans les montagnes, une maison principale, des dépendances et du bétail. Sarah avait regardé les documents avec incrédulité. Pourquoi Helena lui avait-elle légué cette propriété alors qu'elle se connaissait à peine? La lettre testamentaire, rédigée de l'écriture soignée d'Helena, ne donnait pas beaucoup d'explications. Quelques lignes seulement. À Sarah, ma petite nièce. Cette terre a appartenu à notre famille pendant 4 générations. Il est temps qu'elle connaisse la vérité sur son héritage. Prends soin du ranch. Il recèle des secrets que seul toi peux comprendre. Sarah avait relu cette lettre une dizaine de fois, cherchant un sens caché dans ces mots énigmatiques. Quelle vérité, quel secret. Helena avait toujours été considérée comme l'excentrique de la famille, celle dont on parlait à voix basse lors des repas de famille. Mais personne n'avait jamais expliqué pourquoi. Le voyage vers le ranch avait pris 3 heures sur des routes de montagne de plus en plus étroites. Sarah avait suivi les indications griffonnées au dos de l'enveloppe, s'enfonçant dans une vallée encaissée où les pins Douglas formaient une muraille verte et sombre. Le dernier tronçon était un chemin de terre cabossé qui serpentait à travers une forêt dense, avant de déboucher sur une clairière où se dressaient les bâtiments du ranch. La maison principale était une construction en rondins de pin, typique des habitations de montagne du début du 20e siècle. 2 étages, une large véranda qui courait sur toute la façade, des fenêtres aux volets de bois vert délabrés. Mais l'ensemble avait souffert des années d'abandon. Le toit de bardeaux présentait plusieurs trous. La véranda s'affaissait sur un côté, et les marches de l'escalier d'entrée étaient pourries. Les écuries, situées à 50 mètres de la maison, étaient dans un état encore plus déplorable. Le toit s'était effondré sur une partie du bâtiment, laissant voir la charpente noircie par les intempéries. Des planches disjointes laissaient passer le vent et la neige. Sarah s'était demandé combien d'animaux avaient pu vivre ici autrefois, et ce qu'ils étaient devenus après la mort d'Helena. En explorant les lieux, elle avait découvert une grange plus récente, construite dans les années 80 selon l'état du métal ondulé qui la recouvrait. C'était le seul bâtiment qui semblait en bon état. À l'intérieur, du matériel agricole était soigneusement rangé. Un tracteur rouge sous une bâche, des outils de jardinage accrochés au mur, des sacs de graines alignés sur des étagères.
Tout était propre et organisé, comme si Helena avait préparé sa succession. C'est en sortant de la grange que Sarah avait remarqué la présence d'un autre véhicule sur le chemin d'accès. Un pick-up Ford bleu foncé remontait lentement vers la maison, soulevant un nuage de poussière dans l'air sec de l'après-midi. Sarah avait ressenti un pincement d'inquiétude. Elle ne connaissait personne dans la région et n'attendait aucune visite. L'homme qui était sorti du véhicule avait la carrure imposante des gens qui ont travaillé toute leur vie à l'extérieur. La soixantaine bien sonnée, cheveux gris sous un chapeau de cow-boy usé, chemise à carreaux et bottes de cuir, il ressemblait à l'image que Sarah se faisait d'un rancher du Colorado. Ses yeux bleus, creusés de rides de sourire, l'avaient immédiatement mise en confiance. « Vous devez être Sarah McKenna », avait-il dit en s'approchant, la main tendue. « Je suis Tom Bradley. Mon ranch est juste de l'autre côté de la colline. J'ai vu de la fumée sortir de la cheminée ce matin et je me suis dit que la nouvelle propriétaire était peu être arrivée. » Sarah avait serré cette main cailleuse et chaude, reconnaissante de cette première rencontre amicale. Tom avait un sourire franc et des manières directes qui lui rappelaient son père. « Helena m'avait dit qu'elle vous avait légué le ranch, » avait-il poursuivi. « Je dois avouer que cela m'a surpris. Vous ne vous connaissiez pas beaucoup, d'après ce qu'elle m'avait raconté. »« C'est vrai, » avait admis Sarah. « Je ne comprends pas pourquoi elle a fait cela. Nous nous sommes à peine parlé au cours de ma vie. » Tom avait hoché la tête, l'air pensif. Helena était une femme compliquée. Elle avait ses raisons pour tout ce qu'elle faisait, même si elle ne les expliquait pas toujours. Elle vivait ici depuis plus de 40 ans, vous savez, toute seule, sans jamais se marier, sans recevoir de visite. Les gens du coin avaient fini par s'habituer à ses manières étranges. « Étranges comment ?» avait demandé Sarah, intriguée. Tom avait hésité, comme s'il pesait ses mots. « Helena n'était pas quelqu'un de très sociable. Elle venait en ville une fois par mois pour faire ses courses, toujours le même jour, toujours aux mêmes endroits. Elle parlait peu, payait en liquide, repartait aussitôt. Les commerçants la respectaient, mais personne ne la connaissait, vraiment. Et le ranch? Elle l'exploitait? Pas vraiment. Elle avait quelques têtes de bétail, un potager, des poules, juste de quoi vivre en autarcie. Mais elle ne vendait rien, ne participait à aucun marché local. On aurait dit qu'elle voulait juste être oubliée. Sarah avait regardé autour d'elle, essayant d'imaginer Helena vivant seule dans cette vallée isolée pendant tant d'années. Qu'est-ce qui pouvait pousser quelqu'un à choisir une existence si solitaire? « Il y a une chose qui a toujours intrigué les gens d'ici, » avait ajouté Tom en désignant un point au centre de la propriété. « Vous voyez ce puits-là bas? Helena l'a fait condamner il y a environ 40 ans. Personne n'a jamais compris pourquoi. C'était un bon puits, avec une eau pure qui venait de la source de la montagne. Sarah avait suivi son regard et aperçut, effectivement, une structure circulaire en pierre surmontée d'une plaque de métal rouillé. Le puits était situé à égale distance de la maison et de la grange, dans un endroit qui avait dû être autrefois le cœur de l'activité du ranch. Elle a dit pourquoi elle l'avait fermé? Jamais. Quand on lui posait la question, elle changeait de sujet. Certains pensaient que l'eau était devenue impure, d'autres qu'elle avait eu un accident là-bas, mais personne ne savait vraiment. Helena gardait ses secrets pour elle. Tom était resté encore 1 heure, aidant Sarah à décharger ses affaires et lui donnant des conseils pratiques sur la maison. Il lui avait expliqué où se trouvait le générateur électrique, comment alimenter le chauffage au bois, où étaient stockées les provisions. Helena avait apparemment tout prévu pour que la transition se passe bien. Avant de repartir, Tom avait posé sa main sur l'épaule de Sarah. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mon ranch est à 20 minutes d'ici par le sentier de crête. » Helena était une bonne voisine, discrète et respectueuse. « J'espère que vous vous plairez ici autant qu'elle. » Une fois seule, Sarah avait exploré l'intérieur de la maison. Helena avait vécu simplement mais confortablement. Le mobilier était de bonne qualité, en bois massif, dans le style rustique qui convenait aux maisons de montagne. La cuisine était équipée d'un vieux poêle à bois mais fonctionnel, d'un réfrigérateur des années 90 et d'évier en porcelaine blanche. Tout était propre et bien entretenu. Dans le salon, une bibliothèque couvrait un mur entier. Sarah avait parcouru les titres. Des romans classiques, des livres d'histoire locale, des ouvrages sur l'agriculture et l'élevage. Mais aussi, étonnamment, plusieurs livres de psychologie et de philosophie.
Elena avait visiblement été une femme cultivée, contrairement à l'image de fermière rustique que s'en faisaient les habitants de la vallée. À l'étage, Sarah avait trouvé 3 chambres. Celle d'Elena, spartiate mais accueillante, avec un grand lit en fer forgé et une commode ancienne. Une seconde chambre transformée en bureau, avec une machine à écrire posée sur un secrétaire en chêne. Et une troisième pièce, fermée à clé, que Sarah n'avait pas pu ouvrir. En redescendant, elle s'était arrêtée devant la fenêtre de la cuisine qui donnait sur le puits condamné. Dans la lumière dorée du coucher de soleil, la structure de pierre paraissait presque belle, intégrée naturellement dans le paysage. Mais il y avait quelque chose de troublant dans cette plaque de métal qui scellait l'ouverture. Pourquoi Elena avait-elle jugé nécessaire de fermer si hermétiquement un simple puits? Sarah avait passé sa première nuit dans la maison de sa grand-tante, bercée par les craquements du bois et les bruits de la forêt. Mais son sommeil avait été agité de rêves étranges où Elena apparaissait, toujours vêtue de noir, pointant un doigt accusateur vers le puits condamné. Au réveil, Sarah avait eu la certitude qu'Elena voulait lui dire quelque chose d'important qu'elle n'avait pu révéler de son vivant. C'est cette certitude qui l'avait poussée, ce matin-là, à prendre une décision qui allait changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Sarah s'était réveillée avec une détermination qu'elle ne s'expliquait pas. Peut-être était-ce l'air pur de la montagne, ou cette sensation de liberté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, mais elle avait décidé de commencer immédiatement le nettoyage de la propriété. Tom Bradley était arrivé vers 9 heures avec sa camionnette chargée d'outils et un thermos de café fumant. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un coup de main pour commencer », avait-il dit avec son sourire chaleureux. « Par quoi voulez-vous qu'on attaque ?» Sarah avait désigné la grange. « J'aimerais voir ce qu'Elena a laissé là, dedans. Hier, j'ai eu l'impression qu'elle avait rangé des choses importantes. Ensemble, ils avaient exploré méthodiquement l'intérieur du bâtiment. Le tracteur fonctionnait encore parfaitement, ce qui était surprenant pour une machine vieille de 20 ans. Les outils étaient de qualité professionnelle, pelles, pioches, serre-fouettes, mais aussi des instruments plus spécialisés que Sarah ne reconnaissait pas. « Regardez ça », avait dit Tom en soulevant une bâche dans un coin sombre de la grange. Dessous se trouvait un équipement de forage portable, avec des tiges métalliques et des mèches de différentes tailles. Voilà qui est étrange pour une ferme d'élevage. Sarah avait examiné le matériel avec curiosité. Elena faisait du forage? Pas à ma connaissance. Et certainement pas pour l'eau, puisqu'elle avait condamné le seul puits de la propriété. Tom avait secoué la tête, perplexe. Elena cachait beaucoup de choses. Plus je découvre ce qu'elle possédait, plus je me demande qui elle était vraiment. Ils avaient continué leur exploration et trouvé d'autres objets inexpliqués. Des chaînes lourdes, des poulies, du matériel d'éclairage portable. Tout était soigneusement entretenu et huilé, comme si Elena l'avait utilisé récemment. Sarah avait commencé à se demander si sa grand-tante menait des activités dont personne dans la vallée n'avait connaissance. « Tom, » avait-elle dit finalement, « ce puits dont vous m'avez parlé hier. Il y a combien de temps exactement qu'Elena l'a fermé? » Tom s'était arrêté de fouiller dans les caisses d'outils et l'avait regardé attentivement. C'était en 1982 au printemps. Je m'en souviens parce que c'est l'année où j'ai acheté mon ranch. Elena était ma voisine, depuis seulement quelques mois quand elle a fait venir une équipe de soudeurs de la ville. Des soudeurs? Oui, ils ont passé une journée entière à fixer cette plaque de métal sur l'ouverture du puits. Du travail professionnel, étanche. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que l'eau était devenue impure et qu'elle ne voulait pas risquer d'empoisonner le bétail. Sarah avait hoché la tête. Mais quelque chose dans cette explication la dérangeait. Il n'y avait pas d'autre moyen de résoudre le problème. Nettoyer le puits, par exemple? C'est exactement ce que je lui avais suggéré à l'époque. Elena avait refusé catégoriquement. Elle disait que c'était plus sûr comme ça. Tom avait marqué une pause. Maintenant que j'y repense, elle avait semblé très nerveuse pendant toute cette période, comme si elle avait peur de quelque chose. Cette conversation avait hanté Sarah pendant le reste de la matinée. Vers midi, quand Tom était reparti chez lui pour déjeuner, elle s'était retrouvée seule face au puits condamné. La structure circulaire en pierre s'élevait à environ 1 mètre du sol, surmontée de cette plaque de métal qui avait résisté à 40 années d'intempéries. Sarah s'était approchée et avait examiné la soudure de plus près. Le travail était effectivement professionnel, mais le métal avait commencé à rouiller par endroits. En passant la main sur les bords, elle avait senti que certaines sections étaient plus fragiles que d'autres.
L'idée lui était venue brusquement. Et si elle essayait d'ouvrir ce puits? Elle était retournée chercher des outils dans la grange. Un marteau, un burin, une pince Monseigneur. Si Helena avait vraiment voulu protéger l'eau du puits, il devait bien y avoir une raison. Et cette raison, Sarah voulait la connaître. Le premier coup de burin avait fait sauter un morceau de rouille. Le métal était effectivement affaibli par les années d'exposition aux éléments. Sarah s'était acharnée pendant 1 heure, transpirant malgré le froid de novembre, jusqu'à ce qu'elle parvienne à créer une fissure dans la soudure. La pince Monseigneur avait fait le reste. Avec un grincement métallique sinistre, la plaque avait commencé à se soulever. Sarah avait glissé le levier plus profondément et poussé de toutes ses forces. Soudain, dans un craquement sec, une partie de la plaque s'était détachée, créant une ouverture assez large pour qu'elle puisse regarder à l'intérieur. L'odeur qui s'était échappée du puits l'avait frappée de plein fouet, une puanteur de pourriture et d'humidité qui lui avait soulevé le cœur. Sarah avait reculé, la main sur la bouche, essayant de ne pas vomir. Ce n'était pas l'odeur d'une eau croupie. C'était quelque chose de beaucoup plus nauséabond. Une fois l'air assaini, elle était revenue avec une lampe de poche trouvée dans la grange. Ses mains tremblaient quand elle avait dirigé le faisceau lumineux vers le fond du puits. L'eau était noire et stagnante, environ 3 mètres plus bas. Mais ce n'était pas l'eau qui avait fait battre son cœur si fort. Au fond du puits, partiellement immergé dans la vase noire, des ossements blanchis émergeaient de la surface. Sarah avait d'abord cru voir des restes d'animaux. Puis la lumière avait éclairé une forme plus reconnaissable. Un crâne humain, la mâchoire encore articulée, les orbites vides fixant le ciel qu'elle n'avait pas vu depuis 40 ans. Sarah avait lâché la lampe de poche qui était tombée dans l'herbe en roulant. Elle s'était assise lourdement sur la margelle du puits, la tête entre les mains, essayant de comprendre ce qu'elle venait de découvrir. Helena avait condamné ce puits parce qu'il contenait un cadavre. Mais qui était cette personne? Et comment était-elle arrivée là? Les questions se bousculaient dans son esprit. Helena était-elle au courant? Avait-elle découvert le corps par hasard et décidé de le dissimuler? Ou pire, était-elle responsable de cette mort? Sarah avait récupéré la lampe de poche et regardé à nouveau dans le puits, forçant son estomac à accepter l'odeur pestilentielle. Cette fois, elle avait remarqué d'autres détails. Des lambeaux de tissu accrochés aux ossements, ce qui ressemblait à des bijoux, une alliance qui brillait faiblement dans la vase, un collier dont la chaîne serpentait entre les côtes du squelette. Le corps était celui d'une femme. Sarah en était certaine maintenant. La morphologie du bassin, la finesse des ossements, la longueur des cheveux qui flottaient encore dans l'eau noire comme des algues macabres. Une femme qui était morte ici, dans ce puits, il y a très longtemps. Sarah s'était relevée, les jambes flageolantes. Elle devait appeler la police. C'était la seule chose sensée à faire. Mais en même temps, une part d'elle résistait à cette idée. Helena était sa famille, sa seule famille proche encore vivante jusqu'à récemment. Si elle était impliquée dans cette affaire, révéler la vérité allait détruire sa mémoire et probablement exposer Sarah à des complications légales dont elle ne mesurait pas encore l'ampleur. Elle était retournée dans la maison et avait décroché le téléphone fixe. Sa main était restée suspendue au-dessus du combiné pendant de longues minutes. Puis elle avait composé le numéro des services d'urgence. Shérif Morrison à l'appareil avait répondu une voix grave et posée. « Shérif, je m'appelle Sarah McKenna. Je viens d'hériter du ranch de ma grand-tante Helena McKenna dans la vallée de Pine Ridge. Je pense que vous devriez venir. J'ai trouvé quelque chose que vous devez voir. » « Quel genre de quelque chose, Madame McKenna ?» Sarah avait fermé les yeux, sachant que ces mots allaient changer sa vie pour toujours. Des restes humains, dans un puits sur la propriété. Il y avait eu un silence au bout de la ligne. Puis la voix du shérif, plus alerte maintenant. « Ne touchez à rien d'autre, Madame McKenna. J'arrive avec une équipe. Nous serons là dans 1 heure. » Sarah avait raccroché et s'était assise dans le fauteuil d'Helena, regardant par la fenêtre le puits ouvert qui avait gardé son secret pendant 40 ans. Helena savait. Elle savait forcément. Et maintenant, Sarah allait devoir affronter la vérité sur sa famille, quelle qu'elle soit. L'heure d'attente avait semblé interminable. Sarah avait arpenté la maison, fouillant dans les affaires d'Helena à la recherche d'indices, de documents, de lettres, n'importe quoi qui pourrait expliquer la présence de ce corps dans le puits. Mais Helena avait été méticuleuse. Ses affaires personnelles étaient rangées avec un soin qui ne laissait rien transparaître de ses secrets. Quand elle avait entendu le bruit des sirènes dans la vallée, Sarah avait su que sa nouvelle vie venait de commencer.
Une vie où les secrets de famille allaient enfin être révélés, quoi qu'il puisse lui en coûter. Le shérif Jim Morrison était un homme imposant de 58 ans, aux cheveux gris coupés courts et au regard perçant. Il dirigeait le bureau du shérif du comté depuis plus de 20 ans et avait cette autorité tranquille des hommes habitués à gérer les crises. Quand il était arrivé au ranch avec son équipe de 3 adjoints et le médecin légiste du comté, Sarah avait immédiatement ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. « Madame McKenna », avait-il dit en lui serrant la main, « montrez-nous ce que vous avez trouvé. » Sarah les avait conduits jusqu'au puits. Le shérif Morrison s'était penché au-dessus de l'ouverture avec une lampe torche professionnelle, scrutant le fond pendant de longues minutes sans dire un mot. Ses adjoints avaient commencé à établir un périmètre de sécurité autour du puits, déroulant du ruban jaune et plantant des piquets. Dr. Reeves avait appelé Morrison en s'adressant au médecin légiste. « Qu'est-ce que vous en pensez? » Le Dr. Reeves était un homme mince d'une 60aine d'années, aux gestes précis et méthodiques. Il avait examiné la scène avec attention, prenant des notes sur un carnet et des photos avec un appareil numérique. « C'est définitivement un squelette humain, » avait-il confirmé. « De sexe féminin d'après la morphologie du bassin. Je dirais qu'elle avait entre 20 et 30 ans au moment de sa mort. Les ossements semblent avoir été immergés depuis longtemps, plusieurs décennies, certainement. Cela correspond à la période où le puits a été condamné, » avait murmuré Sarah. Le shérif Morrison s'était tourné vers elle. « Parlez-moi de votre grand-tante, Madame McKenna. Qu'est-ce que vous savez de sa vie ici? » « Très peu de choses, malheureusement. Helena était la sœur de mon grand-père. Elle vivait ici depuis plus de 40 ans, mais elle était très discrète. Ma famille la voyait rarement. » Sarah avait hésité, puis avait ajouté « Tom Bradley, mon voisin, m'a dit qu'elle avait fait condamner ce puits en 1982. » Morrison avait hoché la tête. « Nous allons devoir procéder à l'extraction du corps. Cela va prendre du temps et nécessiter des équipements spéciaux. En attendant, j'aimerais fouiller la maison et les dépendances, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. »« Bien sûr, » avait répondu Sarah, même si l'idée que des étrangers fouillent dans les affaires d'Helena la mettait mal à l'aise. L'extraction avait duré toute la journée. Une équipe de pompiers était venue avec une pompe pour évacuer l'eau stagnante du puits. Puis des spécialistes en récupération avaient descendu du matériel pour remonter délicatement les ossements et tout ce qui les accompagnait. Sarah avait observé l'opération depuis la véranda de la maison, fascinée et horrifiée à la fois. Vers 6 heures, le docteur Reeves était venu la trouver avec plusieurs sacs, en plastique transparent contenant des objets récupérés avec le squelette. « Nous avons trouvé plusieurs effets personnels, » avait-il expliqué. Une alliance en or avec une gravure, les initiales M et H séparées par un cœur et la date 1904-22. Un pendentif en argent représentant une croix. Des restes de vêtements, une robe d'été en coton, des chaussures, et ceci. Il avait soulevé un dernier sac contenant ce qui ressemblait à un portefeuille en cuir détrempé. L'eau et le temps ont abîmé le contenu, mais nous avons pu récupérer des fragments de papier. Peut être des papiers d'identité. Le laboratoire pourra peu être en tirer quelque chose. Sarah avait examiné les objets avec attention. L'alliance portait les initiales Monsieur H. et la date de 1982, l'année même où Helena avait condamné le puits. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Shérif Morrison avait-elle dit quand celui-ci était revenu de sa fouille de la maison, « Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant à l'intérieur? » « Quelques éléments, » avait-il répondu en consultant ses notes. Votre grand-tante tenait un journal intime. Nous l'avons trouvé dans un tiroir fermé à clé de son bureau. Les dernières entrées datent de quelques semaines avant sa mort, mais il y a des pages qui remontent à plusieurs décennies. Le cœur de Sarah s'était accéléré. Qu'est-ce qu'elle écrivait? C'est ce que nous allons examiner. Mais je peux vous dire que certaines pages de 1904-22 semblent avoir été arrachées, comme si elle avait voulu effacer certains souvenirs de cette période. Morrison avait marqué une pause, puis avait ajouté « Madame McKenna, je dois vous poser une question difficile. Pensez-vous que votre grand-tante ait pu être impliquée dans la mort de cette femme? » Sarah avait senti le monde vaciller autour d'elle. L'idée qu'Helena puisse être une meurtrière lui semblait inconcevable, mais elle ne pouvait ignorer les faits. Le corps dans le puits, la condamnation immédiate de la structure, les pages arrachées du journal. « Je ne sais pas, » avait-elle avoué. Je ne la connaissais pas assez bien pour répondre à cette question.
Mais si elle était responsable, pourquoi m'avoir légué le ranch? Elle devait savoir que je finirais par découvrir le corps. C'est une excellente question, avait admis Morrison. Peut-être voulait-elle que la vérité éclate après sa mort, ou peut-être pensait-elle que vous ne trouveriez jamais le corps. Le shérif était reparti en fin de journée, emmenant avec lui le squelette, les objets trouvés dans le puits et le journal d'Helena. Il avait promis à Sarah de la tenir informée des résultats de l'enquête, mais lui avait demandé de ne pas quitter la région dans l'immédiat. Une fois seule, Sarah s'était sentie perdue dans cette maison qui lui semblait soudain étrangère et menaçante. Chaque ombre, chaque craquement du bois lui rappelait qu'Helena avait vécu ici en gardant un secret terrible. Combien d'autres secrets cette maison pouvait-elle receler? Elle avait décidé de fouiller elle-même les affaires d'Helena à la recherche d'indices que la police aurait pu manquer. Dans la chambre principale, elle avait examiné minutieusement la commode et l'armoire. Helena possédait peu de vêtements, tout sombre et pratique. Pas de bijoux, pas de photos de famille, pas de souvenirs personnels. C'était comme si elle avait voulu effacer toute trace de sentimentalité de sa vie. Dans le bureau, Sarah avait trouvé des documents plus intéressants, des factures, des relevés bancaires, de la correspondance avec des avocats et des comptables. Helena avait manifestement géré ses finances avec soin. Les relevés montraient des dépôts réguliers et importants, bien supérieurs à ce qu'une petite exploitation agricole pouvait générer. D'où venait cet argent? En cherchant dans les tiroirs, Sarah avait découvert une clé cachée sous un buvard. Une petite clé en laiton qui ne correspondait à aucune serrure qu'elle avait vue dans la maison. Elle l'avait mise de côté, se promettant de trouver ce qu'elle ouvrait. C'est en redescendant à la cuisine qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Dans l'évier, il y avait des traces de brûlure, comme si Helena avait fait brûler des papiers dans l'évier en porcelaine. Sarah avait gratté les résidus avec un couteau et trouvé des fragments de papier à moitié calcinés, trop abîmés pour être lisibles, mais assez reconnaissables pour confirmer qu'Helena avait détruit des documents avant sa mort. Le téléphone avait sonné vers 21 heures. C'était Tom Bradley. « Sarah, j'ai appris pour le puits. Toute la vallée en parle déjà. Comment allez-vous? » « Je ne sais pas, » avait avoué Sarah. « Je commence à me demander qui était vraiment Helena, et surtout qui était cette femme dans le puits. J'ai réfléchi à notre conversation de ce matin, » avait dit Tom. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit hier. En 1982, Helena n'était pas seule au ranch. Elle avait une sœur cadette qui vivait avec elle, Margaret. » Sarah avait senti son sang se glacer. Une sœur? Qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est justement cela qui est étrange. Margaret a disparu au printemps de 1982. Un jour, elle était là. Le lendemain, elle était partie. Helena disait qu'elle était retournée vivre en ville, mais Margaret n'a plus jamais donné de nouvelles. Personne dans la vallée ne l'a jamais revue. Sarah avait fermé les yeux, comprenant soudain où cette conversation menait. Tom, comment était cette Margaret? À quoi ressemblait-elle? Une jolie jeune femme, blonde très mince. Elle devait avoir 25 ans à l'époque. Et Sarah, elle portait toujours une alliance en or et un pendentif en forme de croix. Sarah avait raccroché le téléphone avec des mains tremblantes. Margaret, la sœur d'Helena qui avait disparu en 1982. Les initiales sur l'alliance prenaient maintenant tout leur sens. Monsieur H. Margaret Henderson peut être? Ou Margaret, mariée à quelqu'un dont le nom commençait par H. Elle avait passé une nuit blanche, tournant et retournant dans sa tête les implications de cette découverte. Si le corps dans le puits était celui de Margaret, cela signifiait qu'Helena avait tué sa propre sœur. Mais pourquoi? Et quel était le lien avec cette clé mystérieuse qu'elle avait trouvée dans le bureau? Le lendemain matin, Sarah avait décidé de retourner au bureau d'Helena pour chercher d'autres indices. La chambre fermée à clé de l'étage la préoccupait particulièrement. Si Helena avait voulu cacher quelque chose, c'était sûrement là qu'elle l'aurait mis. La petite clé en laiton s'était révélée être celle de cette chambre mystérieuse. Quand Sarah avait ouvert la porte, elle avait découvert une pièce qui servait manifestement d'archive personnelle. Les murs étaient couverts d'étagères remplies de boîtes soigneusement étiquetées par année. Au centre de la pièce, un classeur métallique et un coffre-fort de petite taille. Sarah avait commencé par les boîtes de l'année 1982. À l'intérieur, elle avait trouvé des documents financiers, des factures, des reçus, mais aussi des lettres. Des lettres d'amour signées Marcus Henderson, adressées à Margaret McKenna. En lisant ces lettres, Sarah avait découvert une histoire d'amour passionnée.
Marcus Henderson était un jeune rancher de la vallée voisine qui courtisait Margaret depuis l'automne de 1981. Ses lettres parlaient de mariage, d'avenir commun, de projets de vie. La dernière lettre datait de mars 1982 et était différente des autres. Marcus y exprimait son inquiétude face au silence de Margaret et suppliait Helena de lui donner des nouvelles de sa sœur. « Chère Helena », écrivait-il, « cela fait 3 semaines que Margaret ne répond plus à mes lettres. Quand je viens au ranch, vous me dites qu'elle est malade ou occupée. Je commence à m'inquiéter sérieusement. Margaret et moi devions nous marier en juin. Elle ne m'aurait jamais laissé sans nouvelles si elle allait bien. Je vous en prie, dites-moi ce qui se passe. » Sarah avait posé la lettre, le cœur battant. Marcus Henderson était donc le H de l'Alliance. Margaret devait porter la bague de fiançailles quand elle était morte. Mais qu'était-il arrivé à Marcus après la disparition de Margaret? Était-il encore vivant? Elle avait continué ses recherches et trouvé d'autres documents troublants. Des reçus pour des travaux de soudure datés d'avril 1904-22. Une facture d'une entreprise de démolition pour condamnation d'un puits payé comptant par Helena. Et surtout, une série de virements bancaires importants provenant d'un compte au nom de Margaret McKenna vers le compte d'Helena, tous effectués en mars 1982. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Margaret avait de l'argent, beaucoup d'argent, qu'elle avait transféré à Helena juste avant sa disparition. Mais pourquoi? Était-ce de son plein gré ou Helena l'y avait-elle forcé? Sarah avait tenté d'ouvrir le coffre-fort, mais il était protégé par un code numérique. Elle avait essayé plusieurs combinaisons. Les dates de naissance d'Helena, l'année d'achat du ranch, la date de disparition de Margaret. Rien ne fonctionnait. Vers midi, elle avait décidé de se rendre en ville pour chercher Marcus Henderson. Si cet homme était encore vivant, il pourrait être l'aidé à comprendre ce qui s'était passé entre les deux sœurs. L'annuaire téléphonique de Pine Ridge contenait bien un Marcus Henderson, 75 ans, habitant Maple Street. Sarah s'était rendue à cette adresse avec appréhension. Comment aborder un homme qui avait perdu sa fiancée dans des circonstances mystérieuses 40 ans plus tôt? Marcus Henderson était un homme âgé mais encore robuste, aux cheveux blancs et aux yeux d'un bleu délavé qui avait dû faire chavirer le cœur de Margaret autrefois. Il l'avait reçu dans son salon modeste mais confortable, décoré de photos de famille et de souvenirs de sa vie de rancher. « Vous êtes la nièce d'Helena », avait-il dit sans préambule. « J'ai appris pour le corps dans le puits. Toute la ville en parle. C'est Margaret, n'est-ce pas? » Sarah avait été surprise par sa franchise. « Vous en étiez sûr? J'ai toujours su que quelque chose de terrible était arrivé à Margaret. Elle ne m'aurait jamais quitté sans explication. Nous étions fiancés, nous devions nous marier en juin 1982. Margaret était enceinte de notre enfant. Cette révélation avait frappé Sarah comme un coup de poing. Enceinte? De 3 mois. Nous étions si heureux. Les yeux de Marcus s'étaient embués. Margaret voulait l'annoncer à Helena avant de rendre la nouvelle publique. C'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle a parlé à Helena? Marcus avait secoué la tête. Je ne sais pas exactement. Margaret est venue me voir le lendemain, bouleversée. Elle disait qu'Helena avait très mal réagi à la nouvelle, qu'elle lui avait dit des choses terribles. Helena ne voulait pas que Margaret se marie et quitte le ranch. Pourquoi? À cause de l'argent. Margaret avait hérité d'une somme importante de leurs parents. Helena gérait cette fortune depuis des années, mais légalement, l'argent appartenait à Margaret. Si Margaret se mariait et partait, Helena perdait le contrôle de cet héritage. Sarah avait commencé à comprendre les motivations d'Helena. L'argent, toujours l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Margaret m'a dit qu'elle allait récupérer sa part d'héritage et qu'on partirait ensemble, loin de la vallée. Elle ne voulait plus avoir affaire à Helena. C'était un vendredi soir. Elle devait revenir le lundi avec l'argent et ses affaires. Je ne l'ai jamais revue. C'est la dernière photo que j'ai d'elle. La photo montrait une jeune femme blonde et souriante, portant une robe d'été claire. Au cou, le pendentif en forme de croix. À la main gauche, l'alliance que Sarah avait vue dans les sacs de preuves de la police. « Elle était belle », avait murmuré Sarah. « Elle était tout pour moi. » Quand elle a disparu, j'ai interrogé Helena pendant des semaines. Elle prétendait que Margaret était partie sans prévenir, qu'elle avait pris un bus pour Denver et qu'elle ne reviendrait plus. Mais je savais que c'était faux. Margaret n'aurait jamais abandonné notre enfant. Vous avez prévenu la police à l'époque? Bien sûr. J'ai signalé sa disparition au shérif Morrison. Il a mené une enquête,
Mais Helena avait une explication pour tout. Elle disait que Margaret était instable, qu'elle avait toujours eu tendance à fuir ses responsabilités. Le shérif a fini par classer l'affaire. Sarah avait tressailli en entendant le nom de Morrison. Le shérif Morrison? Le même qui dirige encore l'enquête aujourd'hui? Oui. Jim Morrison était déjà shérif en 1982. Il était jeune à l'époque, ambitieux. Il venait d'être élu et voulait maintenir l'ordre dans le comté. Une histoire de disparition mystérieuse ne cadrait pas avec l'image qu'il voulait donner de son travail. Marcus avait marqué une pause, puis avait ajouté d'un ton amer. Morrison et Helena se connaissaient bien. Trop bien si vous voulez mon avis. Je les ai vus ensemble plusieurs fois en ville, parlant à voix basse comme des conspirateurs. Je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas quelque chose entre eux. Cette information troublante avait donné à Sarah une nouvelle perspective sur l'enquête en cours. Si Morrison avait eu des liens particuliers avec Helena, pouvait-elle lui faire confiance pour élucider le meurtre de Margaret, ou allait-il essayer d'étouffer l'affaire comme il l'avait fait 40 ans plus tôt? Monsieur Henderson, avait dit Sarah en se levant, accepteriez-vous de témoigner de tout cela auprès des autorités? Bien sûr. J'attends ce moment depuis 40 ans. Margaret et notre enfant méritent enfin justice. En repartant de chez Marcus Henderson, Sarah avait pris une décision. Elle ne pouvait pas faire entièrement confiance au shérif Morrison. Elle allait mener sa propre enquête, fouiller plus profondément dans les secrets d'Helena et découvrir la vérité sur ce qui s'était passé au ranch en 1982. Margaret et son enfant à naître méritaient que quelqu'un se batte pour eux, même 40 ans après leur mort. De retour au ranch, Sarah s'était enfermée dans le bureau d'Helena avec une détermination nouvelle. Les révélations de Marcus Henderson avaient changé sa perception de toute l'affaire. Margaret n'était pas seulement la victime. D'Helena, elle était sa grand-mère. Cette réalisation l'avait frappée comme un coup de tonnerre en rentrant de Pine Ridge. Si Margaret était morte enceinte en 1982, cela signifiait que l'enfant qu'elle portait n'était jamais né. Mais alors, qui était le grand-père de Sarah? Sa mère lui avait toujours dit qu'elle était la fille de Margaret McKenna, mais les dates ne correspondaient pas. Margaret était morte avant la naissance de sa mère. Sarah avait sorti les documents d'état civil qu'elle avait apportés avec elle. L'acte de naissance de sa mère, Ellen McKenna, datait de septembre 1982. Sa grand-mère était bien indiquée comme Margaret McKenna, mais aucun père n'était mentionné. Comment était-ce possible si Margaret était morte au printemps? En examinant plus attentivement les papiers de famille, Sarah avait découvert une incohérence troublante. L'acte de naissance de sa mère avait été établi à Denver, pas dans le comté où se trouvait le ranch. Et la signature au bas du document était celle d'Helena McKenna, déclarée comme tante et tutrice légale. Helena avait menti. Elle avait fait enregistrer la naissance de Helen comme étant la fille de Margaret, alors que Margaret était déjà morte. Mais qui était vraiment la mère de Helen? Et pourquoi Helena avait-elle créé cette fausse identité? Sarah avait fouillé frénétiquement dans les cartons de l'année 1982 et trouvé d'autres documents surprenants. Des factures d'un hôpital de Denver pour soins obstétricaux, au nom d'Helena McKenna. Des reçus de médicaments pour femmes enceintes. Des notes manuscrites sur le développement d'une grossesse. La vérité s'imposait peu à peu. Helena avait été enceinte en même temps que Margaret. Mais pourquoi avoir caché cette grossesse? Et qu'était devenu l'enfant de Margaret si celui d'Helena avait survécu? Un autre document avait attiré son attention. Une lettre d'un avocat de Denver, datée de juin 1982, confirmant l'adoption légale de l'enfant McKenna par Helena. L'avocat écrivait « Comme convenu, l'enfant sera élevé sous l'identité de Margaret McKenna, conformément à vos instructions. » Tous les documents ont été établis en conséquence. Sarah avait relu cette lettre plusieurs fois, essayant d'en saisir toutes les implications. Helena avait fait adopter légalement son propre enfant sous une fausse identité. Mais pourquoi cette mascarade? Qui était le père de l'enfant d'Helena? Elle avait continué ses recherches dans les autres cartons et découvert une série de lettres troublantes. Des lettres d'un homme qui signait seulement J, adressées à Helena entre 1981 et 1982. Le ton de ces lettres était intime, passionné, mais aussi inquiet. « Ma chère Helena », écrivait J dans une lettre de février 1982. « Je suis heureux d'apprendre que tu attends notre enfant, mais je m'inquiète des complications que cela pourrait créer. Ma position dans la communauté ne me permet pas de reconnaître publiquement cette paternité. Tu comprends, j'en suis sûr.
L'arrangement que nous avons discuté semble être la meilleure solution pour tous. Sarah avait senti un frisson lui parcourir l'échine. L'homme qui avait écrit ces lettres était marié ou occupait une position qui l'empêchait d'assumer publiquement sa paternité. Helena avait eu une liaison avec un homme marié, était tombée enceinte et avait dû dissimuler cette grossesse. Dans une lettre de mars, le ton de J devenait plus urgent. « Helena, j'ai entendu dire que Margaret posait des questions sur tes activités récentes. Il ne faut pas qu'elle découvre notre secret. Si elle apprenait pour l'enfant, elle pourrait tout révéler par colère ou par jalousie. Nous devons être extrêmement prudents. » La dernière lettre, datée d'avril 1982, quelques jours après la disparition de Margaret. « Helena, ce qui s'est passé avec Margaret me préoccupe énormément. J'espère que tu as bien réfléchi aux conséquences de tes actes. Notre secret doit rester entre nous. L'enfant à naître ne doit jamais connaître la vérité sur ses origines. C'est le prix de notre protection mutuelle. » Sarah avait posé la lettre, les mains tremblantes. L'homme mystérieux savait qu'Helena avait fait quelque chose à Margaret. Il était complice, au moins par son silence. Mais qui était-il? La signature J ne donnait aucun indice précis. En relisant attentivement les lettres, Sarah avait remarqué des détails révélateurs. L'homme parlait de sa position dans la communauté, de notre protection mutuelle, et utilisait un langage qui suggérait une certaine autorité. Dans une lettre, il mentionnait les responsabilités de ma charge et l'importance de maintenir la confiance publique. Un homme influent, donc, peut être un élu local, un homme d'affaires important ou même un représentant de la loi. Sarah avait repensé aux paroles de Marcus Henderson sur les liens entre Helena et le shérif Morrison. Morrison s'appelait Jim J, pouvait être l'initiale de Jim. Cette possibilité l'avait glacé. Si Morrison était le père de sa mère, cela signifiait qu'il était son grand-père et qu'il était complice du meurtre de Margaret. Comment un homme pouvait-il enquêter sur un crime qu'il avait lui-même contribué à dissimuler? Sarah avait décidé de vérifier cette hypothèse. Elle avait calculé l'âge de Morrison. Né en 1945 selon les informations publiques, il avait donc 37 ans en 1982. Un homme jeune, ambitieux, récemment élu shérif. Le profil correspondait parfaitement aux lettres de Jay. Pour en être sûre, elle avait besoin de preuves plus solides. Le coffre-fort d'Helena contenait peut-être d'autres documents. Sarah avait essayé plusieurs combinaisons en se basant sur les nouvelles informations qu'elle avait découvertes. La date de naissance de sa mère, celle de Morrison, l'année de son élection. Finalement, en tapant la date d'avril 1982, le mois de la disparition de Margaret, le coffre s'était ouvert avec un déclic métallique. À l'intérieur, Sarah avait trouvé des documents qui confirmaient ses pires soupçons. Une lettre signée de la main de Jim Morrison, sans ambiguïté cette fois, où il reconnaissait être le père de l'enfant d'Helena et demandait le silence absolu sur cette paternité. Un acte de naissance original de sa mère établi au nom d'Helena McKenna comme mère et de James Morrison comme père. Et surtout, une confession manuscrite d'Helena, datée de quelques semaines avant sa mort. Dans cette confession, Helena racontait la vérité sur les événements de 1982. Sa liaison avec Morrison, sa grossesse, la découverte de cette relation par Margaret. Helena écrivait « Margaret était furieuse quand elle a appris que j'attendais un enfant de Jim. Elle disait que je déshonorais la famille, que je n'avais pas le droit de cacher ma grossesse pendant qu'elle annonçait fièrement la sienne. Elle menaçait de tout révéler si je ne mettais pas fin à cette relation. » La confession continuait. Margaret voulait récupérer sa part d'héritage et partir avec Marcus. Mais elle voulait aussi que Jim reconnaisse publiquement sa paternité avant son départ. Elle disait qu'un shérif ne devait pas avoir de secret, surtout concernant sa vie privée. Je ne pouvais pas laisser faire cela. Jim aurait perdu son poste, sa réputation, tout ce pour quoi il avait travaillé. Sarah avait lu la suite avec horreur. J'ai essayé de raisonner Margaret, de lui faire comprendre que révéler cette affaire détruirait plusieurs vies, mais elle était obstinée. Le soir du 23 avril, elle est venue me dire qu'elle partirait le lendemain matin et qu'elle dirait tout à Marcus et aux journaux. Nous nous sommes disputés près du puits. Elle a voulu partir. J'ai essayé de la retenir. Elle a glissé et elle est tombée dans le puits. Helena prétendait donc que la mort de Margaret était accidentelle. Mais la suite de la confession révélait une autre vérité. Margaret était encore vivante quand je l'ai trouvée au fond du puits.
Elle avait une jambe cassée, mais elle respirait. Elle m'a supplié de l'aider à remonter. J'ai hésité, puis j'ai pensé à Jim, à notre enfant à naître, à tout ce qui serait détruit si Margaret parlait. J'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je n'ai pas aidé Margaret. Je l'ai laissée mourir au fond de ce puits. La confession se terminait par ces mots terribles. Jim est venu m'aider à condamner le puits. Il ne savait pas que Margaret était encore vivante quand elle est tombée, et je ne le lui ai jamais dit. Il croit que sa mort était purement accidentelle. Mais moi, je sais que j'ai tué ma sœur par lâcheté et par égoïsme. J'ai tué Margaret et son enfant innocent. Je laisse cette confession pour que la vérité soit connue après ma mort. Sarah, si tu lis ceci, sache que je suis désolé. Tu mérites de connaître tes véritables origines. Sarah était restée assise dans le bureau d'Elena pendant des heures, la confession entre les mains, incapable de bouger. La vérité était plus terrible qu'elle ne l'avait imaginé. Elena n'était pas sa grand-tante, mais sa grand-mère. Jim Morrison n'était pas seulement le shérif chargé de l'enquête, mais son propre grand-père. Et Margaret, la vraie victime de cette histoire, était morte pour protéger un secret qui avait façonné toute la vie de Sarah sans qu'elle le sache. Les implications de cette révélation étaient vertigineuses. Si Morrison savait qu'Elena était sa complice dans la mort de Margaret, il ne pouvait pas mener une enquête honnête. Il allait forcément essayer d'étouffer l'affaire pour protéger sa réputation et sa carrière. Sarah se retrouvait seule face à une conspiration qui durait depuis 40 ans. Elle avait relu la confession d'Elena cherchant d'autres indices. Elena mentionnait l'existence d'une carte cachée quelque part dans la maison, une carte qui montrait les autres secrets du ranch. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Y avait-il d'autres crimes dissimulés sur la propriété? En fouillant plus méthodiquement le bureau, Sarah avait finalement trouvé cette carte cachée derrière un cadre au mur. C'était un plan détaillé du ranch dessiné à la main, avec plusieurs zones marquées d'un X rouge. Le puits où reposait Margaret était marqué, mais il y avait 3 autres X sur la propriété. Un près de la grange, un autre dans la forêt au nord, et le 3e près d'un petit étang qu'elle n'avait pas encore exploré. Sarah avait étudié la carte avec inquiétude. Elena avait-elle tué d'autres personnes? Ou ces marques indiquaient-elles autre chose? La seule façon de le savoir était d'aller vérifier ces endroits. Elle avait commencé par la zone marquée près de la grange. Armée d'une pelle et d'une lampe torche, elle avait creusé à l'endroit indiqué sur la carte. Après 1 heure d'effort, sa pelle avait heurté quelque chose de métallique. Un coffre en fer enterré à 1 mètre de profondeur. Le coffre contenait des documents financiers qui révélaient une vérité encore plus troublante. Elena n'était pas seulement coupable de meurtre. Elle dirigeait un réseau de blanchiment d'argent depuis le ranch. Les documents montraient des transactions complexes impliquant des sommes importantes, des comptes bancaires multiples et des partenaires dont les noms étaient codés. Parmi ces documents, Sarah avait trouvé des preuves que Morrison était un partenaire actif dans ses activités illégales. Son nom apparaissait en clair sur plusieurs contrats datés des années 80 et 90. Le shérif du comté utilisait sa position pour protéger le réseau d'Elena et touchait une commission sur les opérations. Cette découverte expliquait l'origine de la fortune d'Elena et pourquoi elle avait pu vivre confortablement sans exploiter vraiment le ranch. Elle gérait un système de blanchiment sophistiqué, probablement lié au trafic de drogue qui transitait par les montagnes du Colorado vers les grandes villes de l'Est. Sarah avait photographié tous les documents avec son téléphone portable avant de remettre le coffre en place. Elle avait maintenant des preuves concrètes de la corruption de Morrison, mais elle ne savait pas comment les utiliser sans se mettre en danger. En explorant la 2e zone marquée sur la carte, près de l'étang, Sarah avait fait une découverte différente. Pas d'autre corps, mais une cache contenant du matériel de communication. Des radios, des codes de fréquence, des cartes des routes de montagne avec des itinéraires marqués. Elena avait apparemment coordonné les mouvements de trafiquants à travers la vallée. La 3e cache, dans la forêt, contenait des armes. Plusieurs fusils de chasse, des pistolets et des munitions soigneusement protégées de l'humidité. Elena s'était préparée à se défendre si son réseau était découvert. En retournant vers la maison, Sarah avait remarqué un véhicule garé sur le chemin d'accès. Une voiture de patrouille du shérif, son sang s'était glacé, Morrison était venu au ranch. Était-ce pour continuer l'enquête officielle ou pour d'autres raisons? Elle s'était approchée prudemment de la maison et avait vu Morrison fouiller dans le bureau d'Elena. Il cherchait manifestement quelque chose de précis. Ouvrant les tiroirs,
déplaçant les meubles, examinant les murs. Quand il avait découvert le coffre-fort ouvert, son visage s'était durci. « Merde !» l'avait-elle entendu murmurer. Elle a tout trouvé. Morrison avait sorti son téléphone portable et composé un numéro. « C'est Morrison, nous avons un problème. » La petite McKenna a ouvert le coffre d'Elena. « Oui, elle sait tout maintenant. »« Non, elle n'est pas là pour le moment, mais elle va revenir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Sarah n'avait pas entendu la réponse, mais le ton de Morrison était devenu plus dur. « D'accord, je m'en occupe. Mais après ça, je veux ma part et je disparais. » Cette histoire a assez duré. Morrison avait raccroché et était ressorti de la maison. Sarah s'était cachée derrière la grange, observant le shérif inspecter la propriété. Il avait examiné la zone près du puits, puis s'était dirigé vers l'endroit où elle avait déterré le premier coffre. Il semblait vérifier que les caches n'avaient pas été découvertes. Quand Morrison était finalement reparti, Sarah avait compris qu'elle était en grand danger. Morrison savait qu'elle avait découvert la vérité sur Elena et sur lui. Il n'allait pas la laisser révéler ces informations. Elle devait agir vite. Elle était retournée dans la maison et avait rassemblé tous les documents compromettants. La confession d'Elena, les lettres de Morrison, les preuves du réseau de blanchiment. Elle avait tout photographié et sauvegardé les images sur plusieurs supports, son téléphone, un ordinateur portable et une clé USB qu'elle avait cachée dans un endroit sûr. Puis elle avait appelé Marcus Henderson. Il était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance, le seul qui avait un intérêt à voir la vérité éclater. Monsieur Henderson, c'est Sarah McKenna. J'ai découvert des choses terribles sur la mort de Margaret. Pouvez-vous venir au ranch? J'ai besoin de votre aide. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Je ne peux pas en parler au téléphone. Mais Morrison est impliqué dans la mort de Margaret. Il était le complice d'Elena. Et il sait que j'ai découvert la vérité. Il y avait eu un silence au bout de la ligne. Puis Marcus avait dit d'une voix grave, « J'arrive tout de suite. Fermez bien la maison et n'ouvrez à personne d'autre que moi. » En attendant l'arrivée de Marcus, Sarah avait essayé de réfléchir à sa stratégie. Elle ne pouvait pas faire confiance aux autorités locales puisque Morrison les contrôlait. Il lui fallait contacter des instances supérieures, le bureau du procureur général de l'État, ou même le FBI, si le réseau de blanchiment était aussi important qu'elle le pensait. Mais d'abord, elle devait survivre aux prochaines heures. Morrison n'allait pas la laisser détruire 40 ans de secrets sans se battre. Elle avait vérifié les armes trouvées dans la cache forestière. 2 des pistolets étaient chargés et fonctionnels. Elena s'était préparée à une confrontation finale, et cette préparation allait peu être sauver la vie de Sarah. Quand Marcus était arrivé, son visage avait pâli en entendant le récit de Sarah. « Morrison, » avait-il murmuré. « J'aurais dû m'en douter. » Il était trop pressé de classer l'affaire en 1982, et il refusait d'entendre mes accusations contre Elena. Il était son complice depuis le début, avait confirmé Sarah. Et maintenant, il va essayer de nous empêcher de révéler la vérité. Marcus avait hoché la tête gravement. Alors nous devons nous préparer. Morrison ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Mais cette fois, il ne s'en sortira pas. Margaret aura enfin justice. Sarah et Marcus étaient assis dans le salon d'Elena, les documents étalés sur la table basse entre eux. La lumière du soir filtrait à travers les rideaux, créant des ombres qui semblaient danser sur les murs. Marcus examinait la confession d'Elena avec attention, ses mains ridées tremblant légèrement. « 40 ans, murmurait-il. 40 ans que je cherche la vérité sur la mort de Margaret, et elle était là, dans cette maison, attendant d'être découverte. » Sarah avait observé le vieil homme, touché par l'émotion qui transparaissait dans sa voix. Elena savait qu'un jour quelqu'un trouverait ces documents. C'est pour ça qu'elle m'a légué le ranch. Elle voulait que la vérité éclate après sa mort. « Mais pourquoi vous? Vous ne la connaissiez pas? »« Parce que je suis sa petite fille, » avait avoué Sarah. « Ma mère était en réalité la fille d'Elena, pas de Margaret. » Elena a créé cette fausse identité pour cacher sa liaison avec Morrison. Marcus avait levé les yeux, stupéfait. « Vous êtes la fille de Morrison? Sa petite fille, techniquement. » « Mais oui. » Sarah avait senti l'amertume dans sa propre voix. « Toute ma vie a été construite sur un mensonge. » Ma mère ne savait probablement rien de tout cela. Ils avaient été interrompus par le bruit d'un véhicule remontant le chemin du ranch. Sarah avait regardé par la fenêtre et vu le pick-up de Tom Bradley s'arrêter devant la maison. Mais quelque chose n'allait pas. Tom marchait différemment, plus rigidement.
et quand il s'était approché de la véranda, Sarah avait vu qu'il portait une arme. « Marcus » avait-elle chuchoté. « Il y a un problème. » Tom avait frappé à la porte. « Sarah, je sais que vous êtes là. Ouvrez, s'il vous plaît. Nous devons parler. » Sarah avait hésité. La voix de Tom semblait tendue, différente de son ton habituel chaleureux. Marcus avait saisi un des pistolets d'Helena et l'avait armé discrètement. « Qu'est-ce que vous voulez, Tom » avait crié Sarah à travers la porte. « Sarah, je sais ce que vous avez découvert. Les documents d'Helena, les preuves contre Morrison. Vous êtes en danger. Laissez-moi entrer, je peux vous aider. » Marcus avait secoué la tête en silence, pointant du doigt vers l'arrière de la maison. Il avait raison, quelque chose dans l'attitude de Tom ne collait pas. Sarah avait rassemblé rapidement les documents, les plus importants pendant que Marcus surveillait la porte. « Tom, je ne peux pas vous faire confiance maintenant. Trop de gens m'ont menti. Sarah, écoutez-moi bien. Morrison sait que vous avez les preuves. Il a des hommes en route pour le ranch. Si vous ne me laissez pas entrer, vous allez mourir cette nuit. » Cette menace directe avait confirmé les soupçons de Sarah. Tom n'était pas venu l'aider, il était venu la piéger. Pendant qu'il parlait à la porte d'entrée, elle et Marcus s'étaient glissés vers la porte arrière. « Il y a un sentier qui mène à mon ranch par la crête, » avait chuchoté Marcus. « Si nous arrivons à atteindre la forêt, nous pouvons nous échapper. » Ils avaient quitté la maison en silence, se faufilant entre les arbres. Derrière eux, Tom avait cessé de parler, et Sarah avait entendu le bruit de la porte d'entrée qu'on forçait. Tom était entré dans la maison. Dans la forêt, Marcus se déplaçait avec une agilité surprenante pour son âge. « Je connais ces montagnes depuis 50 ans, » avait-il expliqué. Tom aussi, malheureusement. Il va nous poursuivre. Tom est impliqué dans le réseau de Morrison? J'aurais dû m'en douter. Son ranch a toujours été plus prospère qu'il ne devrait l'être pour un simple élevage. Et il était déjà installé ici en 1982. Ils avaient grimpé le sentier escarpé pendant 20 minutes quand Sarah avait entendu des voix derrière eux. Tom n'était pas seul. Il avait amené des renforts. « Sarah McKenna !» avait crié Tom dans la forêt. « Vous ne pouvez pas vous échapper. Ces montagnes sont notre territoire. » Marcus avait entraîné Sarah vers un abri rocheux. « Nous devons nous cacher et attendre qu'il passe. Ensuite, nous redescendrons par un autre chemin. » Cachés derrière les rochers, ils avaient observé Tom, et 2 hommes armés fouillaient les environs avec des lampes torches. Sarah avait reconnu l'un des hommes. C'était l'adjoint du shérif, Morrison, celui qui était venu extraire le corps de Margaret Dupuis. « Tout le bureau du shérif est corrompu !» avait-elle murmuré. « Probablement. » Morrison a eu 40 ans pour placer ses hommes. Les recherches avaient duré 1 heure. Finalement, les hommes étaient redescendus vers le ranch, pensant peu être que Sarah et Marcus s'étaient dirigés dans une autre direction. Mais Marcus avait attendu encore 30 minutes avant de bouger. « Nous ne pouvons pas aller chez moi », avait-il dit. « Ils surveillent probablement ma maison aussi. Il nous faut un endroit où ils ne penseront pas à nous chercher. »« Où ça ?» Marcus avait souri amèrement. « Retournons au ranch, dans la cave d'Helena. Ils ne penseront jamais que nous sommes revenus là où tout a commencé. » Le retour vers le ranch avait été périlleux. Ils avaient dû contourner largement la propriété pour éviter les sentinelles que Morrison avait probablement postées. Quand ils étaient finalement arrivés près de la maison, celle-ci était plongée dans l'obscurité. La cave d'Helena était accessible par une trappe dissimulée dans la cuisine. Sarah ne l'avait pas remarqué lors de ses premières explorations. Marcus l'avait aidé à soulever le panneau de bois et ils étaient descendus dans un espace souterrain aménagé. La cave était plus vaste que Sarah ne s'y attendait. Helena l'avait transformée en véritable bunker, avec des provisions, un système de ventilation et même un poste radio. Sur les murs, des cartes détaillées de la région montraient les routes de contrebande et les points de contrôle. Helena s'attendait à être découverte un jour, avait observé Marcus. Elle s'était préparée à un siège. Sarah avait examiné le poste radio. Nous pourrions peu être contactés à l'extérieur, appeler les autorités fédérales. C'est risqué. Morrison et ses hommes surveillent probablement toutes les fréquences de la région. Mais en manipulant l'équipement, Sarah avait fait une découverte stupéfiante. Le poste radio était encore réglé sur la dernière fréquence utilisée par Helena, et cette fréquence transmettait en continu un signal automatique. Marcus, regardez ça. Helena a programmé ce poste pour envoyer un message de détresse en boucle. Sur l'écran du récepteur, un message défilait. Helena McKenna,
Ranch Pine Ridge. Preuve corruption shérif Morrison. Document coffre-fort bureau. Envoyé aide fédérale. Signal automatique activé en cas de mort. Marcus avait regardé Sarah avec admiration. Elena avait tout prévu. Elle savait que Morrison essaierait de récupérer les preuves après sa mort. Ce signal a probablement alerté les autorités fédérales depuis des semaines. Vous croyez que des agents fédéraux sont en route? C'est possible. Elena était plus intelligente que nous ne le pensions. Mais en attendant, nous devons survivre à cette nuit. Ils avaient entendu des bruits au-dessus. Morrison et ses hommes étaient revenus fouiller la maison. Sarah avait éteint la radio et ils s'étaient tapis dans l'obscurité, écoutant les pas résonner au-dessus de leur tête. « Sarah McKenna !» avait crié Morrison depuis le salon. « Je sais que vous êtes quelque part sur cette propriété. Montrez-vous et nous pourrons négocier. » Sa voix portait mal les tensions de la nuit. Morrison commençait à perdre son calme habituel. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous êtes fourré ?» avait-il continué. « Ce réseau implique des gens très puissants. Si vous révélez ces informations, vous mettrez en danger beaucoup plus de personnes que vous ne le croyez. » Marcus avait chuchoté à l'oreille de Sarah. Il bluffe. Il a peur que ses crimes soient révélés. Mais Morrison avait ajouté quelque chose qui avait glacé le sang de Sarah. « Vous voulez savoir qui était vraiment votre grand-mère Elena? Elle n'était pas seulement ma complice, elle dirigeait tout le réseau. J'étais son employé, pas son partenaire. » Elena McKenna était la tête du plus gros réseau de blanchiment de la région. Cette révélation avait frappé Sarah comme un coup de massue. Elena n'était pas seulement coupable d'avoir tué Margaret et d'avoir couvert Morrison. Elle était la véritable patronne du réseau criminel. Tout ce que Sarah avait découvert n'était que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus important. « Et maintenant, » avait crié Morrison, « vous avez hérité de tout ça. Vous êtes devenu la nouvelle cible. Les associés d'Elena ne vous laisseront jamais en vie si vous révélez leur nom. » Dans l'obscurité de la cave, Sarah avait digéré les révélations de Morrison avec difficulté. Elena n'était pas seulement une femme qui avait fait de mauvais choix par amour. Elle était une criminelle endurcie qui avait dirigé un empire illégal pendant des décennies. Et maintenant, par un terrible coup du sort, Sarah se retrouvait l'héritière de cet héritage empoisonné. Marcus, avait-elle chuchoté. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Si Elena dirigeait vraiment ce réseau, qui sont ses associés dont parle Morrison, Marcus avait secoué la tête dans l'obscurité. Je ne sais pas, mais Elena était en contact avec beaucoup de monde. Elle recevait parfois des visiteurs étranges, des hommes en costume qui ne ressemblaient pas à des fermiers ou des ranchers. Ils venaient toujours de nuit et repartaient avant l'aube. Au-dessus d'eux, les bruits de recherche avaient cessé. Morrison et ses hommes semblaient être repartis, mais Sarah n'osait pas encore bouger. Elle avait allumé le poste radio à très faible volume pour écouter les communications de la police locale. Unité 3 à base, grésillait une voix dans le haut-parleur. Aucune trace des suspects dans le secteur nord. « Où voulez-vous qu'on cherche maintenant ?»« Continuez à patrouiller, » avait répondu la voix de Morrison. « Ils ne peuvent pas être? Allez bien loin et surveillez les routes d'accès à la vallée. Je ne veux pas qu'ils quittent le secteur. » Sarah avait éteint la radio, comprenant que Morrison avait établi un véritable blocus autour de la propriété. Ils étaient pris au piège. « Nous ne pouvons pas rester ici indéfiniment, » avait murmuré Marcus. Morrison va finir par fouiller la cave. Peut-être pas, Elena a construit cet abri pour ne pas être découvert. Regardez. Sarah avait exploré la cave plus attentivement avec sa lampe de poche. Les murs étaient insonorisés et la trappe d'accès était parfaitement camouflée. Elena avait même installé un système de ventilation qui évacuait l'air vers la forêt, loin de la maison. Dans un coin de la cave, Sarah avait trouvé d'autres documents qui révélaient l'ampleur du réseau d'Elena. Des carnets de comptes détaillaient des opérations de blanchiment impliquant des millions de dollars. Des noms codés correspondaient apparemment à des clients qui utilisaient les services d'Elena pour nettoyer de l'argent sale. « Regardez ça », avait dit Sarah en montrant une page à Marcus. Elena ne se contentait pas de blanchir l'argent de la drogue. Elle travaillait aussi pour des politiciens corrompus, des entreprises qui évadaient leurs impôts, même des organisations criminelles d'autres États. Le ranch était une façade parfaite, avait admis Marcus. Qui aurait soupçonné une fermière isolée de diriger une opération de cette envergure? Sarah avait continué à fouiller et trouvé un carnet plus récent, tenu par Elena jusqu'à quelques semaines avant sa mort.
Les dernières entrées révélaient qu'Elena savait que son réseau était menacé. « Surveillance fédérale détectée », avait-elle écrit. « Agent du FBI probablement infiltré dans l'organisation. Morrison devient nerveux, veut arrêter les opérations. Impossible, trop d'argent en jeu. Trop d'associés impliqués. Doit prendre des mesures de protection. » La dernière entrée était datée de 3 jours avant la mort d'Elena. « Si quelque chose m'arrive, tout sera révélé. Sarah comprendra. Elle est plus forte que sa mère. Elle saura faire ce qu'il faut. » Elena savait qu'elle allait mourir, avait murmuré Sarah. Elle m'a choisie comme héritière parce qu'elle voulait que quelqu'un démantèle son réseau, ou parce qu'elle voulait que quelqu'un le reprenne, avait suggéré Marcus d'un ton sombre. Cette possibilité avait terrifié Sarah. Et si Elena avait vraiment voulu qu'elle continue ses activités criminelles? Et si tout cet héritage était un test pour voir si Sarah accepterait de devenir la nouvelle dirigeante du réseau? Elle avait rejeté cette idée. Elena avait programmé le signal de détresse automatique. Elle voulait que les autorités fédérales interviennent. Mais pourquoi alors avoir légué le ranch à Sarah plutôt qu'à un organisme de bienfaisance ou à l'État? La réponse était être dans un autre document qu'elle avait trouvé au fond d'une boîte. Une lettre adressée à Sarah, écrite de la main d'Elena et cachetée. « Ma chère Sarah, » commençait la lettre, « si tu lis ceci, c'est que tu as découvert mes secrets et que je ne suis plus là pour t'expliquer mes choix. Je sais que tu dois me haïr maintenant. Je sais que tu penses que je suis un monstre qui a tué sa propre sœur et construit un empire sur le mensonge et la corruption. » Sarah avait continué à lire, ses mains tremblant légèrement. « Tu as raison. Je suis tout cela. Mais je veux que tu comprennes comment j'en suis arrivé là. Quand nos parents sont morts, Margaret et moi nous sommes retrouvés seuls avec cet héritage. Margaret était douce et naïve. Elle aurait dilapidé la fortune familiale en quelques années. J'ai pris le contrôle de l'argent pour la protéger. Au début, je me contentais de placements sûrs. Puis j'ai rencontré des hommes qui proposaient des investissements plus lucratifs. Je ne posais pas de questions sur l'origine de leurs fonds. L'argent se multipliait, et avec lui, mon pouvoir. Jim Morrison est entré dans ma vie à cette époque. Il était jeune, ambitieux, et il avait besoin d'argent pour financer sa campagne électorale. La lettre continuait. « Quand Margaret a découvert mes activités, elle a voulu tout révéler. Elle disait que notre famille avait toujours été respectable et que je déshonorais la mémoire de nos parents. Elle ne comprenait pas que cet argent nous donnait une influence, une protection. Sa mort a été un accident. Mais je dois avouer que j'ai ressenti du soulagement quand elle est tombée dans ce puits. » Sarah avait fermé les yeux, dégoûtée par cette confession froide. « Je t'ai légué le ranch et ses secrets pour une raison précise, » continuait Elena. « Tu es institutrice. Tu as consacré ta vie à éduquer les enfants, à leur transmettre des valeurs morales. Tu es tout ce que je n'ai jamais été. Je veux que tu utilises les preuves que tu trouveras pour détruire ce que j'ai construit. L'argent caché dans les comptes offshore appartient aux victimes de mes crimes. Les documents de la cave contiennent tous les noms, toutes les preuves nécessaires pour démanteler le réseau. Le signal de détresse automatique a déjà alerté le FBI. Des agents fédéraux sont probablement en route. » La lettre se terminait par ces mots. « Tu as le choix, Sarah. Tu peux fuir et laisser Morrison et ses complices détruire les preuves. Dans ce cas, mon empire survivra sous d'autres dirigeants et continuera à corrompre cette vallée. Ou tu peux te battre. Tu peux affronter Morrison, résister jusqu'à l'arrivée des fédéraux et faire en sorte que justice soit rendue pour Margaret et pour toutes les autres victimes. Je sais que c'est injuste de te donner cette responsabilité, mais tu es la seule personne en qui j'ai jamais eu confiance. La seule personne assez forte et assez honnête pour finir ce que j'aurais dû faire il y a 40 ans. » Sarah avait plié la lettre, émue malgré elle par ces mots d'Elena. Sa grand-mère était une criminelle, mais elle avait au moins eu la lucidité de reconnaître ses erreurs et de vouloir les réparer. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» avait demandé Marcus. « Qu'elle veut que je démantèle son réseau, que des agents fédéraux arrivent, et que Morrison va tout faire pour m'empêcher de remettre les preuves aux autorités. Alors nous devons tenir jusqu'à leur arrivée. Combien de temps cela peut-il prendre ?» Marcus avait réfléchi. Si Elena a programmé ce signal il y a plusieurs semaines, les fédéraux ont eu le temps d'organiser une opération. Ils arrivent être cette nuit. Comme s'il avait entendu leurs paroles, le poste radio s'était remis à grésiller. Mais cette fois, ce n'était pas la voix de Morrison ou de ses adjoints. « Ici l'agent spécial.
Catherine Chen, FBI. Toutes les unités. Nous entrons dans la vallée de Pine Ridge. Établissez un périmètre autour du ranch McKenna. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. Sarah et Marcus s'étaient regardés avec espoir. Les renforts arrivaient enfin. Mais presque immédiatement, la radio avait transmis une autre communication. Morrison à toutes les unités. Nous avons des intrus fédéraux dans notre juridiction. Considérez-les comme hostiles. Protégez la zone à tout prix. Sarah avait compris avec horreur que Morrison ordonnait à ses hommes corrompus de résister aux agents fédéraux. La vallée allait devenir un champ de bataille et elle et Marcus étaient pris au milieu. Marcus, avait-elle dit, nous devons sortir de cette cave. Si une fusillade éclate, nous risquons d'être pris entre deux feux. Où voulez-vous aller? Sarah avait regardé les cartes d'Elena sur les murs de la cave. Ici. Il y a une position surélevée près de l'étang, avec une vue sur toute la vallée. Si nous arrivons là, bas, nous pourrons signaler notre position aux agents fédéraux et les aider à localiser Morrison. Marcus avait acquiescé. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix. Ils avaient rassemblé les documents les plus importants et les armes trouvées dans la cache d'Elena. Sarah avait également pris le poste radio portable pour rester en contact avec les agents fédéraux. En sortant de la cave, ils avaient entendu des coups de feu au loin. La bataille pour le contrôle de la vallée avait commencé. Sarah et Marcus avaient quitté la maison sous le couvert de l'obscurité, se déplaçant avec précaution à travers les broussailles qui menaient vers l'étang. Les coups de feu se rapprochaient, et des éclats de voix résonnaient dans la vallée. Sarah portait le sac contenant les documents d'Elena et le poste radio portable, tandis que Marcus tenait fermement l'un des pistolets trouvés dans la cache. « Restez baissés », avait murmuré Marcus en désignant une série de rochers qui leur offriraient une couverture. Morrison a probablement posté des hommes partout. Ils avaient progressé lentement, s'arrêtant à chaque bruit suspect. La position qu'ils visaient était un affleurement rocheux situé à une centaine de mètres au-dessus de l'étang, d'où ils auraient une vue panoramique sur la vallée et les accès aux ranchs. Mais pour l'atteindre, ils devaient traverser un terrain découvert sur une cinquantaine de mètres. Quand ils étaient arrivés à la lisière de cette zone dégagée, Sarah avait allumé le poste radio à faible volume pour écouter les communications entre les agents fédéraux. Équipe Alpha en position nord grésillait une voix. « Nous avons identifié 3 véhicules de police locale en barrage sur la route principale. Ils refusent de nous laisser passer. » « Équipe Bravo ici », répondait une autre voix. « Même situation côté A. Les hommes du shérif se comportent comme des milices. Ils tirent sur nous dès que nous nous approchons. » La voix de l'agent Chen avait repris le contrôle des communications. « Toutes les équipes, vous êtes autorisées à riposter si vous êtes attaqués. Mais n'oubliez pas que nous avons des civils innocents dans cette vallée. Sarah McKenna et Marcus Henderson sont quelque part sur la propriété McKenna. Ils détiennent des preuves cruciales pour cette enquête. » Sarah avait saisi le micro du radio. « Agent Chen, ici Sarah McKenna. Nous vous entendons. Nous nous dirigeons vers une position surélevée près de l'étang pour avoir une meilleure vue sur la situation. »« Sarah, merci, mon Dieu. Où êtes-vous exactement? » ?»« À environ 1 kilomètre au nord-est de la maison principale. Nous avons récupéré tous les documents d'Elena, y compris les preuves de corruption contre Morrison et son réseau. »« Parfait. Pouvez-vous nous dire combien d'hommes Morrison a avec lui? » Sarah avait regardé Marcus, qui avait levé 6 doigts. « Au moins 6 hommes armés, plus Tom Bradley qui était son complice. Ils patrouillent autour de la propriété. »« Compris. Restez cachés et gardez le contact radio. Nous progressons vers votre position. » Mais à peine Sarah avait-elle coupé la communication qu'une voix familière avait retenti derrière eux. « Lâchez cette radio, Sarah. » Tom Bradley était sorti de derrière un arbre, son fusil de chasse pointé sur eux. Dans la pénombre, son visage avait perdu toute trace de l'amabilité qu'elle avait connue. Ses yeux étaient durs, déterminés. « Tom » avait dit Sarah en se relevant lentement les mains en l'air. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Nous savons que Morrison vous a manipulé. » « Manipulé ?» Tom avait ri amèrement. « Sarah, j'étais le partenaire d'Elena bien avant que Morrison arrive dans cette vallée. Cette opération, c'est moi qui l'ai aidé à la monter dans les années 70. Cette révélation avait choqué Sarah. Tom n'était pas un complice récent, il était l'un des fondateurs du réseau criminel. « Elena et moi, nous étions amants pendant des années, » avait continué Tom. « Jusqu'à ce qu'elle commence à fréquenter Morrison. Cette ordure m'a volé la femme que j'aimais et a pris ma place dans l'organisation.
Marcus avait serré discrètement la crosse de son pistolet, mais Tom l'avait remarqué. « Ne bougez pas, Henderson. Je sais que vous portez une arme. Posez-la doucement par terre. » Marcus avait obéi à contre-cœur, plaçant le pistolet dans l'herbe devant lui. « Maintenant, Sarah, donnez-moi ce sac. Helena vous a peu être légué l'orange, mais ces documents m'appartiennent autant qu'à elle. »« Ces documents prouvent que vous êtes tous des criminels, » avait rétorqué Sarah. « Ils vont servir à rendre justice à Margaret et à toutes vos autres victimes. »« Margaret ? » Tom avait craché par terre. « Cette petite garce aurait détruit tout ce que nous avions construit. Helena a bien fait de s'en débarrasser. »« Vous étiez là quand elle l'a tué ?»« J'ai aidé Helena à consolider le puits. Morrison pensait que Margaret était morte accidentellement, mais moi, je savais la vérité. Helena était une femme forte, capable de prendre les décisions difficiles. Sarah avait senti la rage monter en elle. Tom parlait du meurtre de Margaret comme d'une simple décision commerciale. « Et maintenant, » avait ajouté Tom, « vous allez disparaître comme Margaret. Les fédéraux penseront que Morrison vous a tué pour protéger ses secrets. Moi, je survivrai à cette purge et je reconstruirai le réseau. » Tom avait armé son fusil, mais au même moment, des coups de feu avaient éclaté tout proche. Les agents fédéraux progressaient vers leur position, et les hommes de Morrison leur résistaient. Dans la confusion des échanges de tirs, Marcus avait plongé vers son arme pendant que Sarah se jetait derrière un rocher. Tom avait tiré, mais son coup était parti trop haut à cause de la surprise. Marcus avait récupéré son pistolet, riposté. Tom s'était abrité derrière un arbre, rechargeant fébrilement son fusil. « Sarah !» avait crié Marcus. « Prenez la radio et appelez les fédéraux. Dites-leur notre position exacte. » Sarah avait saisi le poste et parlait rapidement. « Agent Chen, nous sommes attaqués. » Position étant nord-est, coordonnée. Elle avait lu les chiffres inscrits sur la carte d'Helena qu'elle avait gardée. « Nous arrivons. Tenez bon. » Mais Tom avait rechargé et tirait maintenant méthodiquement sur leur abri rocheux, les empêchant de bouger. Les balles ricochaient sur la pierre, projetant des éclats dangereux. « Vous ne comprenez pas !» criait Tom entre ses tirs. « Ce réseau implique des dizaines de personnes, des politiciens, des juges, des hommes d'affaires. Si vous révélez ces noms, vous déclencherez un scandale qui détruira toute la région. » Sarah avait réalisé que Tom disait peu, être la vérité. Helena n'avait pas seulement dirigé un réseau de blanchiment local, elle avait corrompu tout un système. Mais cela ne justifiait pas les meurtres, les mensonges, les vies détruites. « C'est justement pour ça qu'il faut que la vérité éclate », avait-elle crié en retour. Les coups de feu des agents fédéraux se rapprochaient. Tom avait compris qu'il allait être encerclé. Sa tactique avait changé. Au lieu d'essayer de les tuer, il tentait maintenant de récupérer le sac de documents pour s'enfuir. Il avait quitté son abri et couru vers la position de Sarah, comptant sur la surprise. Mais Marcus l'attendait. L'affrontement entre Marcus et Tom avait été bref mais violent. Les deux hommes âgés s'étaient battus avec l'énergie du désespoir, roulant dans l'herbe humide près de l'étang. Marcus était plus frêle, mais la rage lui donnait des forces insoupçonnées. Tom, plus corpulent, essayait d'utiliser son avantage de poids pour maîtriser son adversaire. Sarah avait assisté à la lutte, tenant fermement le sac de documents. Elle savait que ses preuves étaient plus importantes que sa propre vie. Elle représentait la justice pour Margaret et la fin de 40 ans de corruption. Marcus avait réussi à saisir le fusil de Tom et à l'envoyer rouler dans l'herbe, hors de portée. Mais Tom avait sorti un couteau de chasse de sa botte et l'avait plongé vers la poitrine de Marcus. Le vieil homme avait esquivé de justesse, la lame ne faisant qu'entailler sa chemise. « Marcus !» avait crié Sarah en ramassant le pistolet que Marcus avait perdu dans la bagarre. Elle n'avait jamais tiré sur un être humain, mais voir Tom essayer de tuer Marcus avait décuplé sa détermination. Elle avait armé le pistolet et visé Tom. « Lâchez ce couteau, tout de suite !» Tom s'était immobilisé, haletant. Son regard était passé de Marcus à Sarah, évaluant ses chances. « Vous n'oserez pas tirer, Sarah. »« Vous êtes institutrice, pas une tueuse. »« Peut être, mais Marcus était le fiancé de Margaret. Il mérite que justice soit rendue. »« Margaret était une idiote, » avait craché Tom. Elle ne comprenait rien aux réalités de ce monde. L'argent, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, c'est la survie. Des voix s'étaient rapprochées.
L'agent Chen et son équipe progressaient vers leur position, guidés par les coordonnées que Sarah avait transmises. Tom avait entendu les bruits de pas et compris qu'il était pris au piège. « Dernière chance, Sarah !» avait-il dit en se relevant lentement. « Donnez-moi ces documents et je vous laisse partir. Sinon, nous mourrons tous dans cette vallée. » « Comment ça ?» Tom avait souri froidement. « Vous croyez que Morrison va se rendre gentiment? Il a des explosifs cachés partout sur cette propriété. Si les fédéraux l'acculaient, il ferait sauter tout le ranch pour détruire les preuves. Et nous avec !» Cette révélation avait glacé Sarah. Elena avait-elle su que Morrison était capable d'une telle extrémité? Les agents fédéraux étaient maintenant assez proches pour que Sarah entende leur voix distinctement. L'agent Chen dirigeait ses hommes avec des ordres précis et professionnels. Équipe Alpha, sécurisez le périmètre nord. Équipe Bravo, progressez vers l'étang. Attention aux tirs croisés. Tom avait profité de la distraction de Sarah pour bondir vers elle, mais Marcus, malgré ses blessures, avait réagi plus vite. Il s'était jeté sur Tom, le faisant trébucher vers le bord de l'étang. Le terrain était glissant à cet endroit. Tom avait perdu l'équilibre et basculé dans l'eau peu profonde. Il s'était relevé immédiatement, trempé et furieux, mais désormais désarmé. C'est à ce moment qu'avaient surgi les agents fédéraux. 3 hommes en tenue de combat tactique, armes levées, avaient encerclé Tom, qui se tenait dans l'étang, les mains levées. Sarah McKenna avait demandé l'un d'eux. « C'est moi. » Agent Chen, s'était présentée la femme qui dirigeait l'équipe. La quarantaine, cheveux bruns courts, regard perçant et autorité naturelle. « Êtes-vous blessé? » « Non, mais Marcus a été attaqué au couteau. » Les agents avaient rapidement sécurisé Tom Bradley et appelé des secours médicaux pour Marcus. Sa blessure n'était pas grave, mais il avait besoin de soins. Ces documents, avait dit Sarah en tendant le sac à l'agent Chen, contiennent toutes les preuves sur le réseau d'Elena McKenna. Nom, compte bancaire, transactions, tout. L'agent Chen avait pris le sac avec précaution. « Nous surveillons cette opération depuis 6 mois, depuis qu'Elena a activé son signal de détresse automatique. Nous savions qu'un réseau de blanchiment opérait dans cette région, mais nous n'imaginions pas son ampleur. Tom Bradley prétend que Morrison a des explosifs sur la propriété, avait averti Sarah. Il menace de tout faire sauter si vous l'acculez. » Le visage de Chen s'était durci. « Nous devons neutraliser Morrison avant qu'il n'ait l'occasion de passer à l'acte. Où est-il maintenant? » « Probablement dans la maison principale ou près du puits, » avait répondu Marcus, soutenu par un agent. C'est là qu'Elena cachait ses secrets les plus importants. L'agent Chen avait parlé dans son micro. « Toutes les équipes, attention. Le suspect principal pourrait avoir des explosifs. Procédure d'approche maximale. Évacuer tous les civils de la zone. » Mais au même moment, une explosion avait retenti dans la vallée. Pas près d'eux, plus loin, vers la maison. Une boule de feu orange avait illuminé la nuit, suivie d'une onde de choc qui avait fait trembler le sol. « Merde !» avait murmuré Chen. Il a commencé. Sarah avait regardé avec horreur vers la propriété d'Elena. Morrison était en train de détruire systématiquement tous les bâtiments pour effacer les preuves. La grange venait d'exploser, et des flammes léchaient déjà les arbres environnants. « Nous devons l'arrêter », avait dit Sarah. « S'il détruit la maison, nous perdrons peu. Être des preuves importantes que je n'ai pas encore trouvées. »« C'est trop dangereux », avait objecté Chen. Morrison est visiblement prêt à tout. Mais une nouvelle explosion, plus proche cette fois, avait fait voler en éclats la remise où Elena stockait le matériel agricole. Morrison progressait méthodiquement vers la maison principale. Agent Chen, avait dit Sarah avec détermination, « Cette propriété appartient à ma famille depuis 4 générations. Elena m'a légué tout cela pour que justice soit rendue. Je ne laisserai pas Morrison détruire l'héritage de Margaret. » Marcus avait posé sa main sur l'épaule de Sarah. « Je viens avec vous. Margaret était ma fiancée. C'est aussi mon combat. » L'agent Chen avait hésité, puis avait pris sa décision. « D'accord, mais nous faisons ça selon mes règles. Vous restez derrière mes hommes et vous obéissez à tous mes ordres. Au moindre danger, vous vous repliez. » Ils avaient commencé à redescendre vers la maison, progressant avec précaution dans la lueur des incendies que Morrison avait allumés. Sarah portait maintenant l'une des armes de sauvegarde qu'Elena avait cachée, et elle était déterminée à l'utiliser si nécessaire. Morrison l'attendait quelque part dans cette vallée en feu, et cette fois,
Il n'y aurait pas d'échappatoire possible pour aucun d'eux. L'affrontement final avec Morrison avait eu lieu dans la maison principale d'Helena, au milieu des flammes et de la fumée. Le shérif corrompu s'était retranché dans le bureau, entouré d'explosifs qu'il menaçait de déclencher si les agents fédéraux s'approchaient. Mais Sarah avait utilisé sa connaissance de la maison pour l'approcher par la cave, et Marcus avait réussi à le désarmer pendant qu'elle détournait son attention en lui parlant de Margaret. Morrison s'était rendu finalement brisé par 40 ans de secrets et la peur des révélations qui l'attendaient. Il avait avoué son rôle dans la mort de Margaret, sa complicité avec Helena et son implication dans le réseau de blanchiment. Les agents fédéraux avaient trouvé assez de preuves pour inculper une dizaine de personnes dans le comté et plusieurs autres dans l'État. 6 mois plus tard, Sarah se tenait devant une pierre tombale toute neuve dans le petit cimetière de Pine Ridge. Le granit gris portait une inscription simple. Margaret McKenna Henderson, 1957-1904-22, fiancée bien-aimée de Marcus. Que son âme repose enfin en paix. Marcus était à côté d'elle, plus fragile depuis les événements du ranch, mais apaisé d'avoir enfin obtenu justice pour Margaret. Il avait déposé un bouquet de fleurs sauvages sur la tombe, les mêmes que Margaret aimait cueillir dans les montagnes quand ils se promenaient ensemble. « Elle aurait été fière de vous », avait-il dit à Sarah. « Vous avez fait ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Vous avez révélé la vérité. » Le procès de Morrison avait fait les gros titres dans tout le Colorado. L'ancien shérif avait été condamné à la prison à vie pour complicité de meurtre et corruption. Tom Bradley avait écopé de 20 ans pour sa participation au réseau criminel. Mais ce qui avait le plus marqué Sarah, c'était le nombre de personnes qui étaient venues témoigner des méfaits du réseau d'Helena. Des familles entières avaient été détruites par les activités de blanchiment. Des jeunes gens étaient morts d'overdose à cause de la drogue qui transitait par les montagnes. Des entreprises honnêtes avaient fait faillite parce qu'elles ne pouvaient pas concurrencer celles qui évadaient leurs impôts grâce aux services d'Helena. Sarah avait écouté tous ces témoignages avec un sentiment mélangé de culpabilité et de soulagement. Culpabilité d'être l'héritière de cette fortune construite sur la souffrance d'autrui. Soulagement de voir que justice était enfin rendue. Elle avait pris une décision qui avait surpris tout le monde. Garder le ranch et le transformer en centre d'accueil pour femmes victimes de violences domestiques. L'argent blanchi par Helena, récupéré par les autorités fédérales, avait été en partie alloué à ce projet après dédommagement des victimes. Margaret aurait voulu que cette terre serve à protéger d'autres femmes, avait expliqué Sarah au juge chargé de la succession. Helena a utilisé cet endroit pour détruire des vies. Je veux l'utiliser pour en sauver. Le ranch avait été entièrement rénové. La maison principale était devenue un foyer d'hébergement pouvant accueillir 15 femmes et leurs enfants. La grange reconstruite abritait des ateliers de formation professionnelle. Et là où se trouvait autrefois le puits de Margaret, Sarah avait fait aménager un jardin de mémoire avec des bancs et des fleurs. Elle avait démissionné de son poste d'institutrice à Cedar Falls pour se consacrer entièrement au centre. Diriger cette structure lui donnait un sens qu'elle n'avait jamais trouvé dans sa vie d'avant. Chaque femme qu'elle aidait à reconstruire sa vie était un petit triomphe contre l'héritage de destruction d'Helena. Marcus était devenu son plus proche conseiller. À 75 ans, il avait trouvé une nouvelle mission. En formant les résidentes du centre aux travaux agricoles, il leur enseignait à cultiver leurs propres légumes, à s'occuper des quelques animaux que Sarah avait rachetés, à vivre en autonomie. C'est ce que Margaret et moi avions rêvé de faire, lui avait-il confié un jour en regardant les femmes travailler dans le potager. Créer une communauté où les gens s'entraident plutôt que de se détruire. L'agent Chen était venu visiter le centre quelques mois après son ouverture. Elle dirigeait maintenant une enquête nationale sur les réseaux de blanchiment dans les zones rurales, utilisant l'affaire McKenna comme cas d'école. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire », avait-elle dit à Sarah. « Transformer un lieu de crime en refuge pour les victimes, c'est exactement le genre de justice réparatrice dont notre société a besoin. » Sarah avait regardé autour d'elle. Les femmes qui préparaient le repas du soir en riant, les enfants qui jouaient dans la cour sécurisée, Marcus qui réparait la clôture du potager en sifflotant. Cette vision de paix contrastait tellement avec les secrets terribles qu'avait abrité cette propriété. Elle pensait souvent à Helena. Sa grand-mère était une criminelle, mais elle avait eu la lucidité de vouloir réparer ses erreurs avant de mourir. La lettre qu'elle avait laissée à Sarah contenait une dernière confession que Sarah n'avait révélée à personne. Helena avait découvert qu'elle était atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle savait qu'elle allait mourir et avait organisé sa succession pour que Sarah puisse démanteler son empire.
Je n'ai jamais eu le courage de bien agir de mon vivant, avait écrit Helena. Mais être qu'en mourant, je peux enfin faire le bon choix. Ce soir-là, en regardant le coucher de soleil depuis la véranda de la maison principale, Sarah avait senti une paix qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait trouvé sa place dans le monde, sa mission. Elle était devenue ce qu'Helena n'avait jamais réussi à être. Quelqu'un qui protégeait les autres au lieu de les exploiter. Le ranch McKenna avait retrouvé son âme. Margaret pouvait enfin reposer en paix. Et sa mémoire vivait désormais dans chaque femme qui trouvait refuge dans cette vallée, autrefois corrompue par les secrets et les mensonges. Sarah avait brisé le cycle de violence qui avait détruit sa famille pendant des générations. Elle avait choisi la rédemption plutôt que la vengeance, la construction plutôt que la destruction. Et dans ce choix, elle avait trouvé non seulement la paix pour Margaret, mais aussi pour elle-même. L'héritage d'Helena était finalement devenu ce qu'il aurait toujours dû être. Un lieu où la vie triomphait de la mort, où l'espoir triomphait du désespoir.